Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus et on va commencer cette présentation sur le confort d'été, du concept à la réalité. Donc on va voir comment le confort d'été peut être repensé par le biais de deux systèmes technologiques que sont le rafraîchissement adiabatique en premier lieu et ensuite les centrales avec pompe à chaleur intégrée. Donc pour ma part, je suis David Berthet, chef de produit chez Francaire. Et moi, je suis Nicolas Mesnier, je suis chargé d'affaires à Objectif 7, un bureau d'études dans les énergies. Alors souvent, quand il fait chaud dans un bureau, on va entendre de la part des occupants qu'il faut plus de climatisation. Pourtant, l'inconfort dans les bâtiments vient souvent d'ailleurs. Ça peut être une ventilation qui est mal pensée, une énergie interne qui va mal être évacuée, ou encore une ventilation qui est pensée pour l'hiver, mais oubliée en été. Donc, ça nous amène à la question suivante. Et si le confort d'été, finalement, ne se jouait pas sur la climatisation forcément, mais sur l'air qu'on renouvelle? À ça, moi, j'en viens à une question un peu différente qui est celle au final, du confort et de l'hygiène de l'air, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes d'avoir une meilleure qualité de l'air. Avec le Covid, avec ce qui s'est passé, on a eu des nouveaux décrets comme le décret QAI qui est venu imposer à faire de l'analyse d'air pour connaître le taux de particules, tout ça, de manière à connaître la qualité de l'air. Et au final, on s'aperçoit on a de plus en plus des équipements de gestion d'air qui sont assez volumineux et qui font beaucoup de ventilation. Et au final, la question qui se pose, c'est comment on peut arriver à allier ces besoins en air qui sont très importants et du confort d'été et aussi des économies d'énergie. Alors pour ça, un premier système que je peux te proposer, Nicolas, c'est le rafraîchissement adiabatique. Donc avant de présenter cette technologie, je voulais faire un rapide aparté sur quelques notions de base sur l'humidité. On va voir, ça a son importance. Donc déjà, est-ce que vous savez où se trouve la ville détenant le record de température la plus élevée en France métropolitaine à ce jour? Alors un indice, c'est pas à Paris, c'est pas non plus en Corse. En fait, c'est dans la commune de Vérargues, donc entre Nîmes et Montpellier, qu'on a atteint la température record de 46 degrés, donc en juin 2019. Le précédent record était aussi dans cette région, donc pendant la canicule de 2003. Maintenant, la question la plus intéressante, est-ce que vous savez quelle était l'humidité relative associée pendant cette canicule? On voit que là, donc, dans la donnée de Météo France, cette info n'est pas donnée et pourtant elle a son importance. Ici, on avait une humidité relative inférieure à 15%, même bien inférieure. Ce que je veux montrer ici, et qui a toute son importance, c'est qu'avec un 46 degrés, 15% d'humidité relative, on a un record absolu de chaleur en France. Mais on est extrêmement loin que de l'enfer que serait un 46 degrés, 70%. Pourtant, la température est la même. Et on est même aussi très loin d'un 40 degrés, 50%, que je retrouve encore souvent dans des études de dimensionnement aujourd'hui et qui ne représentent en tout cas pas ce qu'on peut trouver dans des zones comme la France métropolitaine. Maintenant, si on rentre un petit peu dans ce que c'est au niveau produit que du rafraîchissement adiabatique indirect. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand on parle de rafraîchissement adiabatique, on peut parler de 3 familles de produits. La première famille, ça va être le rafraîchissement adiabatique direct. Donc ça va plutôt, là, vous le retrouvez dans des locaux de grand volume, des entrepôts par exemple, parce qu'on va avoir un air chargé en humidité. Et comme on l'a vu sur la slide précédente, un air chargé en humidité, ce n'est pas confortable, même si la température est froide. On va avoir ensuite le rafraîchissement adiabatique indirect, qu'on va présenter ensuite. Et la troisième famille, un peu moins connue, elle va faire un mix entre ces deux technologies, donc le direct et l'indirect. C'est ce qu'on va appeler du rafraîchissement adiabatique à multi-étages, dont je ne vais pas parler forcément aujourd'hui. Donc les rafraîchissements adiabatiques indirects, ça va être associé à une centrale de traitement d'air. Pourquoi? Parce qu'on va reprendre l'air sur le réseau de reprise de la salle, donc cet air qui va être chaud. On va le faire passer à travers un média qu'on va humidifier de manière optimisée grâce à un bac
avec servomoteur pour récupérer l'eau qui n'a pas été absorbée par l'air et le refaire recirculer. Et un peu comme ce qu'on peut avoir avec une serviette humide qu'on mettrait sur une vitre d'un véhicule qui roule pendant la canicule. En aval donc, de ce média humidifié, on va se retrouver avec un air qui aura absorbé l'eau et qui sera donc froid et humide. Si on soufflait directement cet air froid et humide dans le local, dans un bureau par exemple, l'occupant ressentirait rapidement un inconfort. Pourtant, on aurait au thermomètre une température de 19 degrés. Ça, c'est de nouveau ce que j'ai expliqué avant dans la slide. Il faut bien penser, quand on parle de confort d'été, le couple température-humidité relative, qu'on appelle aussi hygrométrie parfois. Donc ici, pour contrer ça, on va distinguer les deux réseaux. On va faire passer dans le réseau de reprise cet air chargé en humidité, ce qui va permettre d'arriver dans l'échangeur, ici un échangeur à plaques, avec un air plus froid, et donc souffler un air plus froid sans augmenter l'humidité absolue. Ce que ça donne au niveau des chiffres maintenant, donc si on se met dans le cas d'une canicule, là j'ai pris les données, la canicule à Marseille l'été dernier, donc un endroit où il va faire chaud, 37 degrés, et quand même avec de l'humidité, parce qu'on est en bord de mer, donc 25%. Pour 4000 m3 avec une CTA avec échangeur, on va arriver à souffler à 28 degrés. Donc on a toujours besoin de climatiser. Là-dessus, on va souffler un air qui va être très chaud et inconfortable. Et avec ce module, on va permettre de gagner 5 degrés. Donc passer à 23 degrés sans augmenter l'humidité absolue. Ce qui est un vrai gain au niveau énergétique parce qu'on va gagner 6,8 kW. Les détracteurs vont rapidement parler d'un point essentiel dans ce produit qui est la consommation d'eau. Donc ici, je vous ai indiqué la consommation d'eau pour ce pic de chaleur qui est de 14 litres par heure. Pour remettre du contexte un petit peu, ça ne parle pas forcément ces chiffres-là, une douche de 3 minutes, c'est 60 litres. On est quand même assez loin d'une aberration de ce point de vue-là. Et en plus, je vois de plus en plus de projets, moi aujourd'hui, où les bureaux d'études proposent de la récupération d'eau de pluie, ce qui a en plus l'avantage d'amener une eau qui va moins être chargée en calcaire. Donc pour le média, il va moins vite s'entartrer, donc c'est meilleur pour lui. On n'a aussi pas de ventilateur, comme vous avez pu le voir dans la slide précédente. On va utiliser directement le ventilateur de la CTA. Donc au niveau consommation d'électricité, on va avoir quelque chose de très intéressant. Le rapport bénéfice énergétique, coût énergétique est très important. Et enfin, le dernier point qui remonte souvent, c'est le risque de légionellose. Donc pour faire le lien avec ton besoin d'air hygiénique, c'est quelque chose qui est très important. Ici, premier point, on ne va jamais atteindre des températures permettant la prolifération de la légionella. Donc pas de risque de légionellose. Et si ça ne suffisait pas, je rappelle qu'on sera bien dans deux réseaux distincts. L'air qui passe à travers ce module ne va pas être l'air qu'on va souffler dans le local. Un deuxième produit qui a son importance peut être les centrales, avec cette fois-ci une pompe à chaleur intégrée directement dans la centrale. Ça va avoir ses gains énergétiques et économiques par deux facteurs. D'abord, le fait qu'on va combiner l'échangeur rotatif avec une pompe à chaleur, donc l'échangeur rotatif qu'on voit en rouge, avec une pompe à chaleur en jaune-orange. Ça va permettre de faire une double récupération. En premier lieu au niveau de la roue, et ensuite on complète avec la PAC en deuxième lieu. Et ensuite, et surtout, un gain de place notable, que ce soit dans les toitures ou dans les locaux techniques, grâce à l'absence donc, de groupe extérieur. Tout est inclus dans la centrale. Du coup, justement, je te rejoins. C'est au final ces deux propositions que tu nous fais. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de comprendre à quel moment, nous, en tant que maître d'œuvre en énergie, surtout en particulier pour moi dans la rénovation énergétique, c'est de comprendre à quel moment je peux proposer ces solutions-là. Est-ce qu'elles ont leur intérêt? Comment je peux faire pour qu'elles soient le plus rentables énergétiquement, économiquement à mon client? Donc déjà, la première question qui soulève, c'est à quel moment je peux essayer de faire intervenir ces deux types de systèmes.
Dans le premier cas, bon, on a la rénovation énergétique avec maintenant les décrets tertiaires, avec les audits énergétiques. Ça fait partie des choses un peu qu'on préconise, donc le remplacement des systèmes de simple flux en double flux, d'installer de la CTA. Aussi, par rapport au décret QAI qu'on disait juste avant, c'est qu'on a aussi des besoins d'améliorer la qualité de l'air. Donc, ce type de choix peut s'intégrer dans le cadre d'une rénovation énergétique. Alors, pour moi, il y a des endroits quand même ciblés. Par exemple, les grandes plateformes de bureaux, les écoles, des zones où on a des demandes de débit assez importantes. On a un deuxième sujet justement avec le QAI, c'est la mise en conformité QAI. Alors, le QAI n'impose pas forcément d'installer des systèmes de ventilation, mais il demande de surveiller. Et quand il demande de surveiller, il demande également de sortir des données de qualité d'air. Et quand celles-ci ne sont pas suffisamment bonnes, il demande du coup d'essayer de procéder à un listing d'amélioration. Et donc, quand on a justement ces données qui ne sont pas bonnes, on peut se dire, tiens, c'est peut-être le moment au final pour une école, parce que c'est vrai que le QAI s'intéresse surtout à la petite enfance. On peut avoir du coup ce choix de se dire, tiens, je vais installer de la double flux, mais peut-être réfléchir plus que faire de la double flux, c'est comment je peux aussi interagir avec du confort d'été, des économies d'énergie. Pour moi, après, on cible 3 vraiment moments où on va venir faire ce choix de typologie de machine. C'est en remplacement, en lieu et place d'une CTA existante. Pourquoi pas se dire, tiens, je remplace ma CTA, j'en profite, je passe avec un système soit thermodynamique, soit avec un système adiabatique. Ça peut permettre au final de chercher à avoir des gains supplémentaires. J'avais ma machine d'origine, comme on l'a vu, en termes de taille, en termes d'espacement, ça ne prend pas plus. Donc, on aura peut-être une petite vérification à faire structurelle pour vérifier qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Mais en soi, on pourrait le remplacer en lieu et place. Le système adiabatique, on le voit, c'est un petit module qui se rajoute. Donc, il n'y a quasiment pas besoin de vérifier autre chose. On a dans le cas où on ajoute tout simplement, on n'avait rien d'origine, on n'avait pas de ventilation, c'était tout en naturel, on passe sur un système en double flux. Là, il y a une question qui se pose. Parce que malheureusement, dans la conception qui était faite un peu, on va dire, alors à l'époque, quand on n'avait pas de système de ventilation, on avait même tendance à un peu oublier les déperditions qui étaient causées par la ventilation. Et même si on vient mettre une double flux qui a un échangeur thermique qui permet d'éviter ces déperditions, on en crée quand même des nouvelles. Et donc là, la question, c'est est-ce que si j'installe une ventilation, est-ce que je ne vais pas remettre en cause mon système de chauffage, mon système de climatisation? L'intérêt d'avoir du coup un système thermodynamique, surtout avec le cas de celle qui a le thermodynamique intégré, c'est que, David va vous le présenter après, son bilan aérolique thermique est neutre, puisque en fait, il apporte de l'air qui est à température du local. Donc du moment où j'apporte de l'air qui était censé venir de l'extérieur à température du local, à partir de là, je ne cause pas de déperdition ou d'apport supplémentaire, voire même, on verra, mais même encore mieux, parce que du coup, on peut même avoir des gains sur ça. Et puis, il y a la question de l'amélioration du confort d'été, surtout quand on cherche à avoir de la sobriété énergétique. En tant que maître d'œuvre, on a eu parfois des demandes de certains clients, surtout les communes, dans le cas de la rénovation des écoles, dans le cas de la rénovation des mairies ou des médiathèques, où on nous demandait de ne pas installer de la clim. Pourquoi? Parce qu'ils le savent, installer de la clim, aujourd'hui, c'est rajouter une consommation qui d'origine n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de pompe à chaleur, c'est vrai que c'est le système en vogue sur la réduction d'énergie, mais on a tendance à oublier que rajouter une clim, c'est au final faire des consommations en été, puisque les gens viennent du coup refroidir les pièces. L'objectif avec ce genre de solution-là, c'est peut-être se dire je ne touche pas à mon système de chauffage, je reste avec mon ancien système de chauffage, mais j'essaye de faire du gain sur mon confort d'été grâce à ces systèmes. Du coup, en ayant soit le système adiabatique, soit le système thermodynamique, je viens apporter une première source de confort sans avoir à installer tout un système de climatisation. Je reste dans de la sobriété énergétique. Et ça, je trouve que du coup, c'est vraiment les moments qui sont les plus intéressants pour faire ce genre de choix. Et ce que je pense qui serait intéressant, c'est de comprendre du coup précisément comment ça fonctionne, surtout le système thermodynamique, parce que je vais le présenter après moi dans des projets. Pour rentrer justement plus dans le détail, pour répondre à ta question, donc la CTA avec pack intégré, ça va se traduire par tous les éléments qu'on retrouve d'ordinaire dans une centrale de traitement d'air. Donc une enveloppe double pot, une régulation, des ventilateurs, de la filtration, un échangeur rotatif ici, et auquel on va simplement ajouter la partie pompe à chaleur. Donc comme on peut voir, le compresseur, le détendeur, le condenseur et l'évaporateur, qui prennent pas forcément plus de place que ça, on les voit ici. Le condenseur, l'évaporateur, donc on a une machine qui est réversible, en témoignent notamment les tubes à condensat qu'on peut voir sur l'image. Donc ça permet de fonctionner à la fois en hiver et en été. Si on regarde maintenant de nouveau du point de vue quantitatif,
On reprend notre exemple avec 37 degrés et 25%. On va sortir si on a un échangeur rotatif seul, donc à 28 degrés. Si on ajoute ce deuxième étage de récupération qui est la pompe à chaleur intégrée, on arrive à perdre 10 degrés sur ce pic de chaleur, soit une économie de 13,6 kW, tout en n'apportant pas d'humidité absolue supplémentaire et en n'impactant pas plus que ça l'encombrement qui est prévu. Petit point de vigilance tout de même, je rappelle, ici on fonctionne sur l'exemple avec un cas de pic de chaleur. Le système, vu que c'est de la récupération d'énergie, il sera d'autant plus performant que la différence de température entre l'air neuf et la reprise est importante. Dans le cas de la mi-saison, par exemple, la récupération d'énergie va être moindre parce qu'on va avoir un système qui va donc échanger, comme on le voit sur l'image, entre l'aval du rotatif au niveau du réseau de reprise et l'aval du rotatif au niveau du soufflage. Donc le but vraiment, comme l'a indiqué Nicolas, c'est de pouvoir amener un air neutre thermiquement tout au long de l'année avec ce type de machine. Un dernier point sur ces centrales avec pack intégré, ça va concerner la F-gas. Donc contrairement au rafraîchissement adiabatique, ici on va avoir des fluides frigorigènes dans la machine avec cette fameuse pack intégrée. Donc, ces machines sont soumises à la F-gas. La F-gas, pour rappel, c'est donc une réglementation au niveau européen qui a pour but d'éliminer les fluides ayant un impact sur le réchauffement climatique à horizon 2050. Pour faire cela, elle a un planning pour les différentes machines. Ici, je vous ai mis l'échéancier pour les CTA avec pack intégré. Pour les biblocs, les chillers, ça va être d'autres échéanciers. Donc peut-être que ces valeurs ne vous parlent pas forcément. Il y a plusieurs échéanciers. Ici, la première échéance qui nous intéresse et qui agite beaucoup le marché, ça va être l'échéance du 1er janvier 2027 qu'on voit en haut. Donc en haut, sur les CTA avec une puissance inférieure à 50 kW, on ne pourra plus vendre de centrales avec pack intégré à partir du 1er janvier 2027, dont le fluide à l'intérieur a un GWP, donc un pouvoir de réchauffement global supérieur à 150. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les fluides R32, R410A et R134A ne pourront plus être vendus dans les CTA avec pack intégré au 1er janvier 2027. Donc autant dire des fluides qui sont aujourd'hui bien connus et bien présents sur ce marché. On va devoir à la place avoir des fluides donc, qui respectent la condition GWP inférieure à 150. Ça peut être par exemple, pour ne citer que, des noms un peu plus barbares tels que R1234YF, 1234ZE ou R454C. La seconde échéance pour ces petites puissances, donc ça va être pour les puissances inférieures à 12 kW en 2032, au 1er janvier 2032, on ne pourra plus avoir des ventes de machines avec des fluides dits fluorés. Donc on va devoir leur préférer des fluides donc dits naturels, ne comprenez pas de fluor, qui sont par exemple l'ammoniac, le butane, le CO2 ou encore le propane dont on entend beaucoup parler en ce moment. Pour les puissances supérieures à 50 kW, c'est la frise d'en dessous. Ici, on va avoir une échéance légèrement plus lointaine qui est le 1er janvier 2030 où de la même manière, les GWP inférieurs à 150 ne pourront plus être vendus dans les machines. Donc le R32, R410, R134A vont devoir être remplacés par des fluides type R1234YF, ZE ou 454C. Maintenant, cette F-gas est connue depuis de nombreuses années. Les industriels ont prévu ce changement et il y a déjà des machines qui fonctionnent avec ces fluides. Donc R1234YF notamment pour les petites puissances et 454C pour les grosses puissances. Donc ce genre de machines ne vont pas du tout être vouées à disparaître. Est-ce que toi, ce genre de machine, ça te parle? Est-ce que tu as eu des références projets là-dessus? Oui, complètement. On a eu 2 projets sur lesquels on a fait l'installation de ce genre de machine-là. Alors comme je le disais, nous on est spécialisé surtout dans la rénovation énergétique, on touchait un peu à tous les domaines, mais ça faisait partie un peu des domaines qu'on voulait faire parce que c'est un peu notre culture avec mon équipe dans mon BE.
Et dans ce cas-là, en fait, on était sur un centre de formation en restauration, et je rajoute parce que je ne l'ai pas noté, mais c'était dans un style gastronomique. Ça a son importance parce que quand on parle de gastronomie, forcément, on va parler de confort, on va parler de qualité, et donc forcément, on s'attend à avoir un endroit où on va passer un bon moment. Donc dans ce projet-là, c'était une rénovation. On a fait le remplacement des systèmes de chauffage. On a mis en place un système de double flux. Parce que forcément, dans un restaurant, entre les odeurs, les ci, les là, donc forcément, on a des besoins de débit qui sont importants. Mais on s'était dit, tiens, comment on peut faire pour un petit peu sous-dimensionner. Alors, on ne va pas parler de sous-dimensionner, mais d'éviter de surdimensionner les systèmes de production. Et on s'était dit, déjà, peut-être le premier objectif, c'est de se dire, on fait tomber à zéro la déperdition de la ventilation. Première solution, passer sur un système de CTA thermodynamique qui va permettre, du coup, au final, de préchauffer ou pré-refroidir. On va dire c'est comme un préchauffage, pré-refroidissement, qui va permettre, du coup, de diminuer, moi, dans mon calcul, dans mes déperditions ou dans mes apports, mon besoin. Ce qui fait que je vais dimensionner mes équipements par rapport à cette nouvelle étude. Et donc, du coup, c'est un gain financier. C'est un gain aussi en termes d'installation, parce que si c'est des machines plus petites, forcément, en termes d'installation, c'est moins compliqué. Donc ça, c'était le premier choix au final de ce système-là. Et le deuxième, comme j'ai dit, je reviens sur la partie gastronomique, c'est le confort. Là, on est dans un cadre, alors j'ai pas les photos où on est à l'intérieur, mais vraiment c'est assez joli. Ils ont fait quelque chose de vraiment, c'est un centre de formation, mais ils ont vraiment voulu jouer sur la partie très design, architectural. Donc il fallait forcément que le système CVC il soit de pair avec ça. Et donc forcément, il fallait que le moment que quelqu'un passe à l'intérieur, il soit confortable. Et pour éviter justement cet effet qu'on pourrait avoir quand on a des systèmes de ventilation qui sont assez gourmands en termes de débit parce qu'on est dans de la restauration, donc les volumes sont assez importants. On peut avoir ces phénomènes de courant d'air chaud ou froid qui peuvent avoir un côté un peu inconfort. Et donc on s'était dit, tiens, c'est peut-être le moment également de penser à une solution qui va permettre à ce que l'air qui soit projeté soit exactement ou alors mieux que ce qu'on attendrait dans le local, dans le restaurant. Et donc du coup, ça a encore validé une fois de plus notre choix que d'aller sur une CTA thermodynamique, puisque du coup on arrivait avec une température en soufflage qui était soit de la valeur de la pièce, soit légèrement plus froid ou plus chaud, mais qui était plutôt pour apporter un confort, parce qu'on était, bon, c'est pas désagréable d'avoir quand même une petite brise froide, c'est pas non plus agressif, mais voilà, c'était pour apporter du confort et éviter ces sensations qu'on pourrait avoir. On a un deuxième cas, c'est celui d'un IUT, donc ça revient à ce que j'ai dit au début, quand on a des plateformes qui sont assez grandes, typiquement les classes, là c'était un bâtiment de 3 étages avec une quarantaine de classes, donc forcément on a, à l'époque ils avaient plus d'une dizaine de CTA qui étaient installées. Elles faisaient aussi la partie thermique et l'objectif c'était d'améliorer tout ça, et donc justement pour répondre aux décrets tertiaires, aux gains d'énergie, quoi qu'il arrive, on était déjà sur des solutions de double flux, de pompe à chaleur, de photovoltaïque, et puis d'autres solutions que je ne présente pas forcément là, mais qui étaient des petits gains à droite à gauche. Et on avait une demande, on avait même deux demandes. On avait la première demande, c'était de calculer les heures d'inconfort. Alors pour ceux qui ne savent pas, les heures d'inconfort, peut-être vous avez vu dans la RE 2020, vous avez ce qu'on appelle les degrés heures. C'est à peu près les mêmes notions. L'objectif de ce genre de données, c'est d'essayer de faire comprendre avec une valeur à quel point le bâtiment subit les périodes d'été. Et donc, dans le cas de l'heure d'inconfort, en fait, on lui donne une température de confort, par exemple 28 degrés, et le logiciel va calculer pendant combien de temps, pendant combien d'heures, le bâtiment, pendant ses heures d'utilisation, est au-dessus de cette valeur-là. Et notre objectif, du coup, c'était, par la demande du client, de réussir à réduire sans avoir à faire recours tout de suite à la clim. Il voulait une clim, mais il disait le but, c'était d'abord d'essayer de trouver les moyens pour faire réduire ce nombre d'heures d'inconfort avant d'utiliser la clim. Alors, on connaît, il y a les méthodes passives avec tout ce qui est brise-soleil, on peut avoir plein de solutions, mais là, notre idée, c'était de dire on a tellement de systèmes de ventilation que ce qui serait intéressant, c'est que même si ce n'est pas du passif, même si ça reste de l'actif, ça encombre pas tant que ça. C'est une solution en soi qui, pour l'implantation, elle ne change pas finalement l'implantation d'origine, et au final, elle va permettre déjà de gagner un premier point de confort grâce à ce système thermodynamique. Donc au final, sur ce projet-là, le choix de la CTA thermodynamique s'est fait parce que ça nous a permis de réduire justement cette demande de degré d'inconfort. Ça a permis d'atteindre les pourcentages de gains du décret tertiaire. Et surtout, on avait une troisième contrainte qui était celle structurelle. On était sur un bâtiment d'une conception assez compliquée. Je vous épargne les détails du chantier qui a été, avec le bureau de contrôle, une galère sur justement
la problématique structurelle de ce bâtiment-là. Et le but, justement, c'était d'éviter d'avoir aussi trop de machines. Et au final, le choix de la CTA, encore une fois, il donne cet intérêt-là, puisqu'il permettait d'éviter de surdimensionner les systèmes de production, du coup que ce soit des systèmes qui soient trop lourds, d'avoir du coup aussi d'en avoir peut-être plusieurs et donc d'implanter sur plusieurs endroits de la toiture, de prendre trop d'implantations qui n'auraient pas pu permettre de répondre à la problématique structurelle. Et donc grâce à la CTA, thermodynamique, on a pu répondre à la totalité de ces demandes-là. Et au final, ça a été le bon choix pour le client. Et aujourd'hui, alors on est encore en chantier, donc j'aurai des retours d'expérience un peu plus tard peut-être. Mais en tout cas, pour nous, je pense que ça a été le meilleur choix à faire pour ce projet-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, j'ai deux questions. La première porte sur les risques de légionnelle notamment. Et la deuxième concernant le bruit. Comment on gère le bruit des différentes centrales de traitement d'air, des compresseurs et tout ça? Donc la première sur la légionnelle, j'imagine, c'est pour ce rafraîchissement adiabatique. Donc comme je disais, la légionellose, pour qu'elle se propage, souvent ça va être dans les ballons d'eau chaude. C'est quand on a des températures, si je ne dis pas de bêtises, il faut que ça atteigne au moins 30 degrés l'eau pour qu'il y ait prolifération de la légionella qui va ensuite donner la légionellose. Ensuite, ça se fait par transmission de gouttelettes dans l'air et c'est ça qui infecte les humains et qui donne donc cette maladie qui est mortelle. Dans notre cas, on est sur le réseau de reprise, donc de toute manière, il n'y a pas de gouttelettes qui sont propulsées et en plus, ce réseau de reprise est renvoyé vers l'extérieur et pas vers l'intérieur du local. Et comme je le disais, les températures, ça va être de l'eau de ville ou de l'eau de récupération de pluie. On ne va pas atteindre ces au moins 30 degrés permettant la prolifération des légionella. Pour la deuxième question sur le niveau acoustique, donc c'est des paramètres qui sont donnés lors de la fiche de sélection sur les données acoustiques de la machine en général pour cette CTA avec pack intégré. On va avoir des nuisances sonores un peu plus élevées qu'une CTA sans cette pack intégrée, forcément, parce qu'on a des éléments en plus. Par contre, c'est prévu, donc on peut faire en sorte de réduire via des pièges à son, ce genre de choses, les nuisances sonores. Ouais, je vais même répondre peut-être même plus sur la partie acoustique. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'acoustique, donc je laisserai quand même ces réponses à un bureau spécialisé, mais quand même, dans le cadre de ce genre de système-là, alors, à savoir déjà, tout va dépendre de la zone d'implantation. Quand on est dans des zones type toiture, le sujet qui peut s'amener dans l'acoustique, c'est le voisinage. Aujourd'hui, nous, c'est un sujet qu'on a eu pas mal de fois, c'est que les systèmes type pompe à chaleur classique, donc on ne sans même parler de CTA, une simple pompe à chaleur, porte déjà un désordre sur la partie acoustique. Donc au final, c'est limite plus facile à gérer de l'acoustique quand il vient tout du même endroit, plutôt que quand il vient de deux systèmes distincts. Parce que quand on a deux systèmes, forcément, il va falloir gérer ces deux systèmes-là. Donc au final, en ayant une seule et même machine, je vais arriver plus facilement à gérer la problématique d'acoustique. Alors, il y a un truc qui est... Alors, je ne sais pas si c'est français ou pas, mais si on ne voit pas, on n'entend pas. Moi, c'est une phrase qu'on m'a dit dans le cadre de certains projets. C'est que déjà, la première chose à faire quand on a ce genre de système en toiture, au final, c'est de le dissimuler avec des systèmes de ventelle ou quoi, parce qu'au final, l'humain, il a quelque chose qui est assez logique, c'est s'il ne voit pas la machine, il n'est même pas sûr d'entendre réellement le bruit. Alors, c'est du placebo, mais ça a un réel effet. À mon avis, on peut trouver des données sur ça. Après, l'autre manière de gérer de toute façon l'acoustique, comme pour tout équipement, quand on est en extérieur, déjà c'est d'éviter les vibrations. Donc comme pour une CTA classique, on va venir mettre sur des supports permettant anti-vibratile, donc du Bigfoot. Bon là on est sur des poids très élevés, donc la plupart du temps on n'est pas sur Bigfoot, on est sur une structure porteuse complète. Donc là on va jouer avec système à ressort, tout ça.
Et pour la partie bruit qui pourrait être distribué au sein du réseau, comme l'a dit David, là, pas de sujet, c'est un classique. On utilise des pièges à son, des silencieux qui vont permettre d'atténuer de toute façon le bruit au sein du réseau pour ne pas le répercuter en intérieur. Quand on est dans le cas d'une installation en intérieur, là, vaut mieux s'accompagner d'un BE acousticien. Et je pense qu'au final, c'est pas plus compliqué. On intervient en intérieur avec des isolants acoustiques et ça nous permet de toute façon d'atténuer. On connaît le principe que si on mettait 2 fois la même machine l'un à côté de l'autre, ça ne ferait pas 2 fois plus de bruit. Les décibels, c'est quelque chose de logarithme, c'est un logarithme, donc ça ne vient pas augmenter tellement le bruit que ça. Et au final, de toute façon, ça remplace pas l'installation de systèmes type pompe à chaleur ou de chaudière qui, elle aussi, causerait du bruit. Donc au final, c'est même limite, il n'y a pas réellement de sujet, ça se traite comme tout équipement. Merci à tous et à toutes.